Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner des histoires de personnes attaquées par des serpents. D'un village reculé au Brésil à une station de recherche au cœur de l'Amazonie, les rencontres avec ces puissants reptiles sont devenues mortelles. Mais d'abord, dans une maison tranquille de banlieue à Fort Lauderdale, la soirée de routine d'un gardien de serpents allait devenir ses derniers instants en vie. C'était le 12 août 2015. Dans un quartier tranquille de Fort Lauderdale, en Floride, le soleil de fin d'après-midi se couchait, projetant de longues ombres sur les pelouses bien entretenues. Depuis la rue, rien ne semblait inhabituel, et les maisons paraissaient de calme. Mais à l'intérieur de l'une des maisons, au bout de la rue, un accident se préparait discrètement. Roger Halston avait 45 ans et vivait seul dans sa maison à 2 étages. Il était obsédé par les serpents depuis ses 20 ans et, au fil des années, avait constitué une collection de plus de 50 serpents. Sa collection comprenait de grands pythons birmans, des cobras royaux et plusieurs espèces de vipères. Il avait modifié sa maison pour les accueillir, remplissant le sous-sol de terrariums en verre, de lampes chauffantes et d'autres équipements. L'air était chargé de l'odeur musquée des déjections de serpents, qu'il considérait comme un problème mineur. Roger passait son temps à lire sur les serpents, à tenir des journaux d'alimentation et à observer leur comportement, quittant rarement le sous-sol pour autre chose. Une semaine plus tôt, Roger avait acheté un rare cobra royal blanc à un vendeur privé. Connu pour être imprévisible, le serpent était considéré à la fois comme un défi et une acquisition précieuse parmi les collectionneurs. Plus tôt cette semaine-là, un python l'avait mordu alors qu'il réparait son terrarium, mais il avait considéré cela comme mineur. Ce soir-là, il prévoyait de nourrir plusieurs serpents à la fois, confiant de pouvoir gérer les risques. Des amis et d'autres passionnés l'avaient averti à plusieurs reprises de ne pas manipuler plusieurs serpents venimeux en même temps, avertissant qu'une petite erreur pourrait être fatale. Mais il les ignorait. Le sous-sol était faiblement éclairé avec des lampes chauffantes bourdonnant au-dessus de chaque terrarium. Des conteneurs d'alimentation et des boîtes vides étaient éparpillés sur le sol, ainsi que des outils de manipulation de serpents et des rongeurs congelés partiellement préparés. Les allées entre les réservoirs étaient étroites, laissant peu de place pour se déplacer. Les serpents eux-mêmes allaient de pythons birmanes de 3 mètres à des cobras royaux adultes, chacun capable d'un comportement défensif mortel s'il était surpris. Les pythons certes avec une force énorme, et les serpents venimeux comme les cobras royaux et les vipères peuvent frapper rapidement, affectant le système nerveux ou délivrant un venin qui endommage les tissus. Les voisins avaient remarqué une activité inhabituelle chez Roger. Certains avaient vu de grandes boîtes de serpents arriver et étaient parfois submergés par l'odeur provenant de son sous-sol. Quelques-uns l'avaient averti de manière informelle de ne pas empiler les réservoirs trop hauts et de ne pas surcharger son espace. Les règles locales exigeaient une manipulation et un confinement sécurisé pour les serpents venimeux, mais Roger, trop confiant dans son expérience, a ignoré les signes d'avertissement. Il a négligé les sifflements, les enroulements défensifs et les attaques répétées sur ses mains gantées lors des nourrissages de routine. Vers 19h45, Roger a commencé le processus de nourrissage. Il a transporté plusieurs rongeurs morts au sous-sol, se déplaçant de réservoir en réservoir. Les vipères ont été les premières à réagir de manière défensive. Une vipère a brusquement reculé lorsque la main de Roger s'est approchée, manquant de peu une morsure. Distrait, il a fait un pas maladroit, son pied accrochant le bord d'un réservoir de pythons à proximité. Le petit python a basculé, tombant avec un fracas qui a résonné dans le sous-sol exigu. Le bruit a effrayé plusieurs serpents dans la zone immédiate. Un python a attaqué défensivement les jambes de Roger, suivi quelques instants plus tard par un autre réagissant à un mouvement proche. Le cobra royal blanc, sentant une perturbation soudaine, a frappé défensivement les bras et les jambes exposées. Chaque serpent agissait indépendamment, réagissant aux vibrations, aux mouvements soudains et aux sons inconnus dans son environnement immédiat. D'autres serpents se recroquevillaient défensivement ou se retiraient dans les coins du sous-sol, évitant toute implication directe. Une voisine, Sarah Peterson, a rapporté plus tard avoir entendu des sifflements forts, des bruits sourds et du verre brisé faiblement audible à travers une fenêtre de sous-sol partiellement ouverte. Alarmée, elle a appelé le 911. La lutte de Roger n'a duré que quelques minutes. Lorsque les secours sont arrivés, il a été trouvé inconscient, partiellement enroulé par un grand python.
Des marques de morsure étaient visibles de la part du cobra royal qui avait commencé à provoquer des effets neurotoxiques sévères et de plusieurs vipères. Le sol était jonché de verres brisés, de literies et de contenants de nourriture renversés. 3 des serpents ont été capturés dans des boîtes temporaires, tandis que les autres se cachaient dans les coins du sous-sol ou dans la végétation dense près de la maison, hors de vue. Les caméras de sécurité des voisins ont capturé certains mouvements et perturbations, confirmant que la séquence d'événements, y compris le glissement, le renversement d'un réservoir et l'effroi des serpents, a directement conduit à l'incident fatal, bien que les attaques elles-mêmes n'étaient pas visibles. Les enquêteurs ont conclu que les morsures et la constriction étaient des réponses défensives, pas une attaque coordonnée. Les ambulanciers ont tenté de le stabiliser tandis que le contrôle des animaux s'efforçait de sécuriser les serpents restants. Malgré leurs efforts pour administrer un antivenin et fournir des soins d'urgence, les effets combinés de multiples morsures venimeuses et de la constriction progressive du python avaient déjà causé des dommages sévères. Le venin du cobra royal a affecté son système nerveux. Les morsures de vipères ont causé des dommages aux tissus et la constriction progressive du python a encore compliqué sa respiration et sa circulation sanguine. Dans les semaines suivant l'incident, la ville a révisé les règlements sur la possession privée de reptiles venimeux, imposant des règles plus strictes de confinement et de responsabilité. Les futurs propriétaires de serpents devaient désormais obtenir des permis spéciaux, maintenir des enclos sécurisés et souscrire une assurance responsabilité civile. L'incident a également suscité des discussions sur l'éthique et la sécurité de la détention de grandes collections de serpents venimeux dans les zones résidentielles. Les experts en faune ont souligné que ces animaux, bien que fascinants, nécessitent des connaissances spécialisées, des installations appropriées et le respect de leur nature dangereuse. Le chaos de la gestion de trop de serpents à la fois s'est avéré fatal en Floride. Quelques mois plus tard, au cœur des jungles du Pará, au Brésil, une autre rencontre avec un serpent prendrait une tournure dangereuse dans la nature. C'était le 3 mai 2016, dans un village isolé près de la rivière à Pará, au Brésil. Le matin était brumeux depuis le village. La rivière semblait calme et lente, mais les ombres le long de l'eau laissaient entrevoir des dangers cachés sous la surface. André Silva avait 32 ans et avait passé des années à étudier les serpents. Il était un expert amateur des serpents qui travaillait avec un petit zoo local. Il documentait les mouvements des serpents et capturait parfois des spécimens pour la recherche. Il vivait avec sa femme et son jeune enfant, dont il parlait souvent. Il voyait son travail comme un moyen de concilier son intérêt pour les serpents avec le fait de subvenir aux besoins de sa famille. André était confiant dans ses compétences sur le terrain et expérimenté avec les grands serpents, mais sa confiance le poussait parfois à prendre des risques inutiles. Il allait souvent seul dans des zones de jungle denses, croyant que ses connaissances et sa force pouvaient gérer les dangers environnementaux. Ce jour-là, il prévoyait de piéger et de mesurer une anaconda femelle que les habitants avaient averti d'être inhabituellement agressive. André suivait la rivière et ses affluents depuis des semaines. Il cartographiait les emplacements des serpents, notait les profondeurs de l'eau et enregistrait les mouvements. Il transportait des outils de mesure, un petit filet et un sac avec du matériel de manipulation de serpents. Il portait des bottes imperméables et des vêtements légers, mais le sol de la forêt était glissant et les racines des arbres ressortaient de manière imprévisible. Malgré ces précautions, la végétation dense et les ruisseaux peu profonds créaient des dangers cachés. La berge était molle et boueuse et l'eau cachait souvent des descentes abruptes. Le but de l'expédition d'André était une anaconda verte femelle qui pouvait atteindre plus de 20 pieds de long et peser plusieurs centaines de livres. Ces serpents tuent en serrant, appliquant une énorme pression jusqu'à ce que la proie suffoque. Bien qu'elles soient généralement des prédateurs embusqués, les anacondas réagissent rapidement aux menaces, frappant défensivement si elles sont dérangées. Leurs corps musclés leur permettent de s'enrouler et de tirer même de grands animaux dans l'eau, où l'évasion devient difficile. Les avertissements avaient été fréquents. Les villageois ont mentionné un comportement inhabituel de l'anaconda, y compris le fait qu'elle s'énervait lorsque des bateaux s'approchaient et qu'on l'apercevait enroulée près des chemins de pêche. Ils ont dit à André de ne pas entrer seul dans l'eau ou d'essayer d'acculer le serpent, mais il a ignoré ces observations, faisant confiance à ses techniques de manipulation et à son expérience avec des serpents plus petits.
Il est entré dans un affluent vers 16 heures, pensant qu'il était peu profond, ignorant une chute soudaine cachée par l'eau trouble et les plantes aquatiques. Alors qu'André avançait dans l'eau, son pied s'enfonça plus profondément que prévu, lui faisant perdre l'équilibre. Il se pencha en avant pour se stabiliser, dérangeant accidentellement l'anaconda qui était enroulée le long de la berge. Les villageois, sur une crête voisine, le virent trébucher et remarquèrent le corps massif et vert du serpent se dresser dans une posture défensive. André a essayé de reculer, mais les anneaux de l'anaconda s'enroulaient progressivement autour de ses jambes et de son bas du corps, l'attirant lentement vers des eaux plus profondes. Son sac et ses outils se sont éparpillés dans les eaux peu profondes, créant du bruit et une agitation supplémentaire. La lutte a duré plusieurs minutes. La première boucle autour des jambes d'Andre restreignait ses mouvements, et chacune de ses tentatives pour se libérer poussait le serpent à ajuster sa position, resserrant progressivement son emprise. Ses bras se déplaçaient à travers la boue et les roseaux, agitant l'eau tandis que l'anaconda se déplaçait de manière défensive, plutôt que de chasser agressivement. L'eau montait jusqu'à sa taille puis sa poitrine, alors que la force du serpent le tirait lentement plus loin dans le tributaire. Depuis la crête, les villageois pouvaient voir des objets flottants, son chapeau et des outils éparpillés, mais les détails de la prise du serpent étaient principalement obscurcis par les roseaux et l'eau trouble. Malgré les éclaboussures et les efforts, André ne pouvait pas se libérer, et les buissons environnants empêchaient une assistance directe. Lorsque les secouristes locaux ont atteint le tributaire, le serpent l'avait relâché et s'était retiré dans la végétation de la rive, probablement en raison de l'absence de mouvement ou de menaces perçues. Seules les spirales sont restées brièvement visibles dans l'eau peu profonde. Le corps d'André n'a jamais été retrouvé. La rivière et ses canaux profonds avaient caché toute trace. Ses outils de mesure, son filet et son sac ont été retrouvés partiellement flottant en aval, boueux et détrempés. Les villageois ont effectué un rituel cérémonial le long de la rivière, laissant des offrandes pour honorer sa mémoire et les forces de la rivière, une pratique coutumière pour ceux perdus à cause des dangers naturels. Plus tard, le même anaconda a été aperçu mais jamais capturé, se déplaçant silencieusement à travers le système de tributaires. L'incident a montré les dangers de sous-estimer l'environnement et de surestimer ses compétences de personnel. Les enquêteurs ont noté que la chute qu'André avait mal évaluée, combinée à la réaction défensive du serpent, avait créé une situation réaliste et fatale. Des rivières du Brésil aux fermes isolées du Queensland, les rencontres avec de grands constricteurs continuaient de devenir mortelles. Même dans les pâturages ouverts, les risques de manipuler des serpents puissants pouvaient s'intensifier en un instant. C'était le 21 septembre 2014 dans la région rurale du Queensland, en Australie. La soirée était humide et il avait plu plus tôt. Des nuages d'orage étaient au-dessus. Depuis la ferme, la propriété semblait calme, mais à un bord du terrain, quelque chose de dangereux était sur le point de se produire. Luke McAdams avait 29 ans et avait travaillé comme ouvrier agricole sur la propriété de sa famille pendant la majeure partie de sa vie. Il vivait avec sa partenaire et était responsable de l'entretien des champs, du bétail et des bâtiments. En dehors du travail à la ferme, il s'intéressait aux serpents, en particulier aux pythons, qu'il gardait dans une petite zone près du bord de la propriété. Récemment, il avait acquis un python tapis de 12 pieds, ce qui était inhabituellement grand, même pour ce type de serpent. Luke avait passé des semaines à l'habituer à son nouveau foyer, à le nourrir et à observer son comportement. Il pensait pouvoir le manipuler en toute sécurité. Bien qu'il ait eu une certaine expérience, il prenait parfois des risques inutiles, y compris vérifier les serpents la nuit quand il était difficile de voir. Cette nuit-là, Luke voulait vérifier ses serpents avant que la pluie ne revienne. Il avait déjà remarqué de petites égratignures sur ses bras après avoir manipulé le python plus tôt dans la semaine, mais il pensait que ce n'était pas grave. Son partenaire lui avait dit de bien sécuriser les enclos et avait suggéré d'attendre le jour, mais Luke a ignoré le conseil. Il voulait s'assurer que les serpents étaient si nourris et comptabilisés. Il a sous-estimé à quel point les conditions orageuses pouvaient rendre le sol glissant et rendre l'accès aux enclos extérieurs plus difficile. La zone de l'enclos était un espace ouvert avec un sol en terre qui était boueux à cause de la pluie précédente. La clôture était basse et renforcée avec un treillis métallique. Chaque réservoir et enclos avait des branches, des rochers et des cachettes pour les serpents, mais l'espace était exigu et encombré.
Une pluie légère tombait, rendant les surfaces glissantes sous les faibles lumières extérieures. Le parc du Python, tapis de 12 pieds, avait un loquet en métal légèrement tordu par l'utilisation précédente. Sa prise était suffisamment affaiblie pour qu'un moment d'inattention puisse permettre au serpent de s'échapper. Les pythons tapis sont des constricteurs non venimeux qui peuvent maîtriser leur proie en enroulant leur corps musclé autour d'elle. Un grand python de cette taille peut immobiliser un humain adulte en plusieurs minutes, augmentant progressivement la pression à chaque enroulement. Habituellement, ils évitent que la confrontation, mordant seulement de manière défensive, et la constriction devient efficace lentement plutôt qu'instantanément. Des mouvements incorrects, des mouvements bruyants ou des réactions de surprise peuvent provoquer des attaques défensives, même chez les serpents bien adaptés. Plus tôt dans la soirée, des voisins avaient vu Luc se déplacer entre les enclos dans l'obscurité. Ils l'ont vu se pencher sur l'enclos du grand python et inspecter les loquets de temps en temps. Le temps orageux rendait le sol glissant, limitant l'adhérence sûre. Le loquet de l'enclos du python était légèrement tordu et lâche, suffisamment pour qu'un serpent effrayé puisse l'ouvrir, bien que Luc n'ait pas remarqué le problème. Vers 9 heures du soir, Luc se pencha pour vérifier le récipient d'eau du python. Son pied glissa dans la boue, le faisant trébucher en avant. Le léger mouvement suffit à effrayer le python. Il glissa au-delà du loquet affaibli et sortit de l'enclos avec un sifflement bas, s'enroulant d'abord autour de ses jambes. Luc a essayé de reculer, mais le sol mouillé l'a fait glisser et le serpent s'est resserré progressivement alors qu'il se débattait. Les voisins, observant depuis leur ferme à quelques centaines de pieds, pouvaient distinguer la silhouette de Luc se déplaçant étrangement et entendaient des appels étouffés. Mais la faible lumière et la distance les empêchèrent de voir les détails de la lutte. Le python montait progressivement plus haut alors que Luc luttait, restreignant ses mouvements de bras et comprimant sa poitrine pendant plusieurs minutes. La boue éclaboussait, les branches bruissaient et sa lampe de poche tombait au sol. Les actions du serpent étaient à délibérées et défensives, réagissant aux mouvements soudains et au bruit, pas en train de chasser. Lentement, Luc trouva de plus en plus difficile de respirer et de bouger, la force du constricteur augmentant à chaque enroulement. Lorsque son partenaire atteignit l'enclos avec une lampe de poche et cria à l'aide, Luc était complètement incapable de bouger. Les tentatives de retirer manuellement le python sans outil approprié étaient dangereuses et provoquaient souvent un resserrement de l'étreinte du serpent. Le serpent restait enroulé défensivement autour de lui. Les autorités d'urgence pour les animaux ont été appelées et à leur arrivée, elles ont tué le python pour récupérer son corps en toute sécurité. La scène montrait les anneaux du python s'enroulant progressivement avec le sol remué dans la boue et l'eau. Des éraflures mineures sur ses bras et ses jambes correspondaient à des incidents de manipulation antérieure et les plantes dérangées montraient que la lutte avait été réelle et avait duré un certain temps. Les conséquences ont conduit à la fermeture temporaire de la collection de serpents de la propriété. Les inspecteurs ont documenté tous les enclos, verrous et enclos. Des recommandations ont été faites pour un confinement sécurisé, des précautions de manipulation nocturne et une formation supplémentaire pour toute personne travaillant avec de grands constricteurs. Des propriétés rurales aux marchés animés, les serpents venimeux continuaient à faire des victimes de manière inattendue. Même de brèves rencontres dans des espaces bondés pouvaient devenir chaotiques et dangereuses. C'était le 7 juin 2017, dans le marché animé de Chelai à Thiruvananthapuram, Kerala. L'air du matin était lourd d'humidité à cause des pluies de mousson de la nuit précédente. À midi, quelque chose se produirait dans un coin de ce marché bondé qui changerait à jamais la façon dont les serpents venimeux étaient vendus au Kerala. Ravi Menon avait 40 ans. Un homme maigre, aux mains calleuses et aux yeux enfoncés, vendait des reptiles exotiques depuis près de 15 ans, opérant depuis un petit étal en bois coincé entre un marchand d'épices et une femme qui vendait des guirlandes de jasmin. Ravi vivait seul dans une chambre exiguë au-dessus de son magasin. Ses seuls compagnons, la douzaine de serpents qu'il gardait dans des boîtes en bois et des terrariums en verre. Les habitants connaissaient Ravi comme un homme qui prenait des risques dangereux. Alors que d'autres manipulateurs de serpents utilisaient de longs crochets en métal et des gants en cuir épais, Ravi préférait travailler à main tenue. Il croyait que le contact direct lui permettait de mieux lire les humeurs et les mouvements des animaux.
Les clients se rassemblaient en petits groupes pour le regarder soulever des cobras et des vipères de leur conteneur, fascinés par son apparente intrépidité. Ravi attendait ce matin particulier depuis 2 semaines. Un riche collectionneur de koshi venait voir sa dernière acquisition, un cobra monocle qu'il avait acheté à un marchand du Tamil Nadu. Le serpent était magnifique. Près de 4 pieds de long, avec des taches oculaires distinctives sur le dos de sa capuche. Il était également de plus en plus agressif, s'enroulant fermement chaque fois que quelqu'un s'approchait de son conteneur et déployant sa coiffe au moindre dérangement. Le marché ce matin-là bourdonnait de son énergie habituelle. Le sol en pierre était glissant d'eau et de légumes écrasés, rendant la marche périlleuse par endroits. Les cobras monocles sont parmi les serpents les plus dangereux de l'Inde. Contrairement à leurs plus grands cousins, les cobras royaux, ils sont plus petits mais bien plus agressifs lorsqu'ils sont acculés. Leur venin contient de puissants neurotoxines qui attaquent le système nerveux, provoquant une paralysie et une insuffisance respiratoire en quelques heures, sinon traitées. Dans la nature, ils préfèrent se retirer lorsqu'ils sont menacés, mais en captivité, sans échappatoire, ils deviennent imprévisibles et défensifs. Les dresseurs expérimentés savaient qu'il fallait leur laisser beaucoup d'espace et toujours utiliser les outils appropriés. Mais Ravi était devenu trop confiant au fil des ans sans accident grave. Seulement 3 jours plus tôt, un jeune garçon s'était approché trop près du conteneur du cobra et le serpent avait frappé le verre si violemment que plusieurs clients avaient reculé de peur. Ravi avait ri, disant à la mère inquiète du garçon que le serpent faisait simplement le malin. Il avait rejeté l'incident comme un comportement normal, refusant de reconnaître ce que d'autres soigneurs auraient identifié comme des signes d'avertissement clairs. La journée continua et Ravi arrangea son stand avec soin, plaçant la boîte en bois du cobra sur le comptoir où le collectionneur aurait la meilleure vue. À l'intérieur du conteneur, le serpent restait enroulé dans le coin arrière. Vers 10h15 du matin, Ravi aperçut son client se frayer un chemin à travers la foule. Ravi commença à se préparer pour sa démonstration. Il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Soulever le serpent, montrer son capuchon, démontrer son alerte pour prouver sa qualité. Lorsque Ravi ouvrit le conteneur du cobra, le serpent était déjà pressé contre la paroi avant avec son capuchon déployé. Sa langue bougeait rapidement et son corps était tendu. Au lieu de rester dans le coin arrière comme d'habitude, il était prêt à attaquer. Le cobra a mordu Ravi dès qu'il a mis la main à l'intérieur. Le serpent a bougé très vite et a mordu son poignet au-dessus de sa montre. La douleur remonta immédiatement dans son bras. Ravi essaya de se retirer, mais le cobra s'accrocha et s'enroula autour de son bras. Les gens ont crié et se sont enfuis, renversant des fruits et cassant des bouteilles en parterre. Le collectionneur est resté là, choqué. Pendant plusieurs secondes, qui ont semblé beaucoup plus longues, Ravi s'est battu avec le serpent autour de son bras. Le capuchon du cobra était grand ouvert, montrant les marques qui donnent leur nom à ces serpents. Chaque fois que Ravi bougeait, les crocs s'enfonçaient en plus profondément et plus de venin entrait dans son corps. Enfin, Ravi frappa son bras fort contre la table en bois. Cela fit lâcher prise au cobra qui retomba dans sa boîte. Le serpent se recroquevilla immédiatement. Ravi recula, tenant son bras en sang. On pouvait voir 4 trous, là où les crocs l'avaient émordu. Le marché devint très animé et bruyant. Le vendeur d'épices d'à côté déchira un morceau d'un sac en tissu et l'attacha autour du bras de Ravi. Quelqu'un courut vers la route principale pour chercher de l'aide, criant au conducteur de s'écarter. Le collecteur était effrayé, mais resta calme maintenant. Il s'agenouilla à côté de Ravi et appuya fortement sur le tissu alors que le sang le traversait. Ravi resta assis, mais son corps tremblait. L'absence de sensation se propagea au-delà de sa main et ses mots étaient difficiles à comprendre quand il essayait de parler. La circulation du matin était très dense, donc c'est un petit taxi à 3 roues et non une ambulance qui emmena Ravi. Le conducteur a utilisé son klaxon tout le temps alors que les gens et les motos s'écartaient. À un moment donné, la tête de Ravi est tombée sur le côté et le collecteur l'a secoué fort pour le garder éveillé. Les médecins les ont rencontrés à la porte de l'hôpital et l'ont emmené rapidement dans la salle d'urgence. Ils lui ont donné des médicaments pour combattre le venin de serpent immédiatement, mais à ce moment-là,
Le bras de Ravi avait beaucoup enflé. Sa peau était devenue sombre avec des marques qui dépassaient son coude. Le traitement lui a sauvé la vie, mais a laissé sa main faible pour toujours. 3 de ses doigts n'ont jamais retrouvé toute leur sensibilité, et sa force de préhension n'est jamais revenue. La morsure a changé plus que le corps de Ravi. Cela a changé le marché. Les employés du gouvernement local ont dit que tous les serpents dangereux devaient s'être gardés derrière des murs fermés à clé et ils ont commencé à vérifier les stands sans prévenir. Le cobra de Ravi a été emporté et envoyé dans un centre de recherche gouvernemental sur les serpents. Quelques mois plus tard, Ravi a fermé son étal pour de bon. Le petit espace a été repris par un vendeur de légumes, mais les gens qui y font leurs courses le montrent encore aux nouveaux venus. C'est là que l'homme au serpent a été mordu, disent-ils. C'est un avertissement discret que même le dresseur le plus expérimenté peut manquer de chance. Des marchés bondés aux forêts tropicales reculées, les rencontres avec des serpents venimeux ont prouvé que le danger pouvait frapper même les chercheurs les plus préparés. L'isolement et les conditions imprévisibles n'ont fait qu'accroître les risques dans la nature. C'était le 18 octobre 2018, près d'une station de recherche à l'extérieur de Manaus, au Brésil. Une pluie continue avait laissé le sol de la forêt humide et glissant, avec de la brume accrochée aux arbres et la pluie masquant les sons lointains. Bien que la station paraisse calme, le terrain inondé était dangereux pour quiconque s'y déplaçait. Clara Fernandez avait 27 ans et était étudiante en herpétologie, effectuant des recherches sur le terrain sur les serpents venimeux. Elle partageait une petite cabane avec 3 autres étudiants et passait la plupart de ses journées à cataloguer des espèces, mesurer des spécimens et enregistrer des comportements pour sa thèse. Clara était minutieuse et détaillée dans son travail, mais elle était connue parmi ses pairs pour prendre des risques calculés. Elle travaillait seule et enlevait parfois ses gants pour obtenir de meilleures observations tactiles. Ce matin-là, elle prévoyait d'étudier un bushmaster près d'une section inondée de la forêt avec l'intention de noter en détail le comportement et l'habitat. Elle a soigneusement emballé son équipement, une caméra portative, un carnet de terrain, des outils de mesure et son équipement de protection personnelle, laissant les gants de côté pour des observations plus rapprochées. À la mi-matinée, Clara avait avancé le long de sentiers étroits à travers une végétation dense. Le sol de la forêt était détrempé, avec de la boue s'accumulant dans les creux et de petits ruisseaux coulant de manière imprévisible sous ses pieds. Les feuilles tombées et les racines submergées rendèrent le sol incertain. Les oiseaux étaient silencieux et les insectes moins actifs sous la pluie persistante. Clara remarqua des branches cassées, des feuilles dérangées et des dépressions peu profondes dans la boue. C'étaient des signes que des animaux avaient récemment traversé la zone. Elle savait que c'étaient des indications de la présence de serpents à proximité, mais elle se sentait confiante dans ses connaissances et son expérience. Ses collègues l'avaient avertie à plusieurs reprises de ne pas rentrer seule dans les zones inondées, en particulier dans les régions connues pour les bushmasters, mais elle pensait pouvoir gérer une brève observation. Le bushmaster est l'une des plus grandes vipères d'Amérique du Sud et peut atteindre 3 mètres de long. Son venin est extrêmement dangereux, capable de provoquer des saignements rapides dans tout le corps, la nécrose des tissus et une pression artérielle basse. Ces serpents sont des prédateurs embusqués qui évitent généralement les humains, mais attaqueront à plusieurs reprises s'ils se sentent menacés. Ils ont un corps massif et sont capables de porter des coups précis et multiples. Ils peuvent ajuster leur position de manière défensive lorsqu'un intrus continue de les déranger. Vers 15h15, Clara atteignit une zone particulièrement inondée près d'un affluent. L'eau était trouble, cachant des racines et de petites dénivellations, et la boue était épaisse sous ses pieds. Elle s'agenouilla au bord de l'eau pour examiner les traces et prendre des mesures. En déplaçant son poids pour se stabiliser, son pied glissa sur une racine submergée, la faisant trébucher. Ce faisant, elle dérangea accidentellement un bushmaster caché sous la litière de feuilles et l'eau peu profonde. Le serpent réagit immédiatement, frappant de manière défensive. La première morsure atteignit sa jambe inférieure, perçant la peau et provoquant une douleur aiguë. Clara tenta de reculer, mais le terrain glissant et inégal rendait difficile de retrouver l'équilibre. Chaque mouvement envoyait des vibrations à travers l'eau et la boue que le bushmaster percevait comme des menaces continues.
Le serpent a frappé de nouveau, mordant sa jambe inférieure et son mollet en succession rapide avant de se retirer dans la litière de feuilles. Bien que les Bushmasters ne cerdent pas comme les pythons, la lutte de Clara dans la boue et l'eau ralentissait ses mouvements et rendait la retraite difficile. Ses bras et ses mains dérangeaient les débris flottants et les feuilles, ajoutant d'autres stimuli, et sa caméra portative et son carnet tombèrent dans l'eau, partiellement submergés et captant des aperçus de la scène tendue. Depuis une plateforme d'arbres à proximité, ses camarades pouvaient voir des éclaboussures et des objets flottants, mais la végétation bloquait partiellement leur vue du serpent. La rencontre n'a duré que quelques instants, mais chaque morsure a injecté du venin, provoquant un gonflement local immédiat et une douleur aiguë. Clara se concentre sur le fait de retrouver son équilibre, la boue et l'eau présentant presque autant de danger que le serpent lui-même. Clara était consciente des effets potentiels sur tout le corps, y compris la nécrose des tissus, l'hypotension et les problèmes de coagulation sanguine. Mais elle devait d'abord se concentrer sur le fait de traverser le terrain inondé tout en restant debout. Des kits anti-venin de terrain ont été apportés sur les lieux en 20 minutes. Clara a reçu un traitement initial de ses collègues tout en étant préparée pour l'évacuation. Elle a ensuite été transportée par avion à un hôpital à Manos où les médecins l'ont surveillée pour un empoisonnement généralisé. Le venin du Bushmaster avait causé des dommages locaux aux tissus, un gonflement et des signes précoces de perturbation de la coagulation. Les soins d'urgence comprenaient l'administration d'antivenin, la gestion de la douleur et une surveillance étroite de la pression artérielle. Au cours des jours suivants, elle a subi des interventions chirurgicales pour retirer les tissus morts et prévenir l'infection. La récupération a nécessité plusieurs mois de physiothérapie pour restaurer le mouvement et la force dans sa jambe affectée. L'incident a entraîné une réévaluation des règles de travail sur le terrain à la station de recherche. Le travail en solo dans les zones inondées a été interdit et l'équipement de protection obligatoire, y compris des gants et des chaussures stables, a été exigé. Les règles de manipulation de l'équipement et de communication ont été révisées pour garantir que les étudiants restent en contact visuel ou radio à tout moment. Les séquences vidéo, partiellement récupérées de Clara et ses notes de terrain, ont été conservées à des fins de recherche et de formation à la sécurité. L'incident a montré à quelle vitesse une combinaison de dangers environnementaux, de comportements défensifs animal et d'erreurs humaines peut dégénérer en une situation dangereuse. Ces mouvements, bien que instinctifs, ont provoqué une réponse défensive réaliste de la part du Bushmaster, soulignant l'équilibre délicat entre observation et sécurité dans la recherche sur le terrain. À la fin de la saison, la station de recherche avait mis en place des directives plus strictes et intégré l'incident dans les briefings de sécurité. L'expérience de Clara est devenue un exemple pour les nouveaux étudiants de l'importance de rester prudent, d'utiliser des équipements de protection et de respecter à la fois l'environnement et les animaux étudiés. Sa documentation minutieuse et sa survie ont renforcé la valeur de la préparation, de la réponse d'urgence et de la prise de risque mesurée sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes prêts, la prochaine histoire vous attend à l'écran de fin, une autre rencontre avec l'inattendu sur Animal Quest.